Écologique, un podcast proposé par la seconde Erasmus+, du lycée Jean Bart, le pôle démocratie locale et éducation populaire de la communauté urbaine de Dunkerque et l'observatoire local santé. Épisode numéro 1, pas de panique, les tiques, on vous explique. Imaginez une belle journée ensoleillée pendant une balade en forêt. Tout semble parfait, n'est-ce pas? Mais saviez-vous que, cachées dans les hautes herbes, de petites créatures attendent patiemment leur moment? Les tiques. Minuscules, discrètes et parfois porteuses de maladies, elles intriguent autant qu'elles inquiètent. Mais pas de panique. Ici, dans ce podcast réalisé par la seconde 5 Erasmus+, nous allons tout vous expliquer. Installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et plongeons dans le monde des tiques. Un monde fascinant mais un peu piquant. Vous allez assister à une conversation entre une personne touchée par une tique contaminée par la maladie et par un médecin généraliste. La victime vous donnera des informations sur ses symptômes et le médecin lui donnera un diagnostic. Ensuite, 2 scientifiques viendront vous éclairer sur les raisons et les conséquences de l'apparition en masse de ces petites bêtes. Le concept de One Health, une seule santé, met en lumière l'interdépendance entre la santé humaine, la santé animale et l'environnement. Les changements climatiques, comme le réchauffement, favorisent l'expansion géographique des tiques, vecteurs des maladies telles que la maladie de Lyme. Cela entraîne des cycles de propagation impliquant les animaux, les humains, accentuant les impacts sur l'environnement. L'utilisation d'antiparasitaires pour limiter ces effets peut, à son tour, provoquer des résistances et affecter d'autres espèces. Ces modèles soulignent la nécessité d'une approche globale et collaborative pour répondre aux défis sanitaires et environnementaux liés au climat. Bonjour docteur, je viens pour discuter de mes symptômes. Bonjour Madame Martel, pouvez-vous me décrire vos symptômes? Je ressens comme une douleur à la cheville depuis que je suis partie en randonnée en Alsace. Très bien, je pense savoir ce qui vous arrive. Les forêts d'Alsace sont bondées de tiques. Vous êtes sûr? Je me suis fait piquer. Je deviens toute rouge autour de ma douleur et je n'arrive même pas à enfiler ma chaussure tellement ma cheville a triplé de volume. Je m'en doute, vous souffrez de rougeur et de gonflement suite à la piqûre. Je vais prendre votre température. Allez-y. 39,9, vous êtes fiévreuse. Vous sentez-vous fatiguée ou courbaturée? Oui, très. Pourtant, je n'ai même pas repris le sport après la randonnée. Très bien, après avoir examiné vos symptômes, je pense que vous souffrez de la maladie de Lyme suite à la piqûre de la tique. Oh non, est-ce que c'est grave? Non, car vous en êtes qu'au premier stade. Il faut par contre traiter cette maladie dès maintenant. Ouf, vous me rassurez. Merci docteur. Je vous en prie, on se revoit bientôt. En attendant, je vous prescris des antibiotiques tels que la doxycycline. Au revoir. Au revoir. Comme vous le savez, les tiques sont de petits animaux qui viennent s'agripper sur le corps d'un humain ou même d'un animal. Ils introduisent simplement leur tête et grâce à cela, ils absorbent le sang de la personne, ce qui permet de faire grossir leur abdomen. Leur corps grossit et grâce à cela, on les distingue plus facilement sur le corps de l'animal ou de l'humain. Par la suite, nous pourrons essayer d'enlever le tique par l'utilisation d'une pince à tique, mais attention à ne pas laisser la tête dans la victime. Parfois, le corps s'est déjà retiré seul, ce qui est légèrement plus grave, comme vous avez pu le remarquer dans la conversation précédente, car cela pourrait mener à la maladie de Lyme. Cette maladie est une maladie vectorielle et zooneuse, maladie infectieuse touchant l'être humain et de nombreux animaux, transmise par morsure de tiques dures du genre Ixode. C'est une maladie bactérienne. En raison du réchauffement climatique, les zones hivernales sont moins froides. Les animaux migrateurs restent donc plus longtemps sur ces zones, ce qui repousse leur période de reproduction. Donc ils migrent plus tard, ce qui laisse le temps aux tiques de mordre de nouveaux animaux. Ces animaux migrent avec les tiques sur leur corps, et ils amènent ces petites bêtes dans de nouvelles régions. C'est une des raisons pour lesquelles les tiques se propagent en masse, tout comme la maladie. Mais telle est la question. Comment réduire la propagation? Utiliser des pesticides serait une solution? Les pesticides sont extrêmement nuisibles pour toute la biodiversité et non seulement les tiques. En plus de cela, les tiques vont s'adapter aux produits anti-tiques, ce qui les rendra encore plus résistants. Et les humains devront utiliser des produits encore plus nuisibles pour les exterminer, ce qui, au final, n'est donc pas une bonne idée. La seule possibilité pour éviter d'attraper cette maladie transmise par les tiques est d'éviter le plus possible les zones contaminées pour ne pas continuer la propagation de cette maladie. Les tiques, bien que les petites et discrètes, représentent un véritable enjeu sanitaire et environnemental. Leur prolifération, accentuée par le réchauffement climatique, favorise la propagation des maladies comme la maladie de Lyme. Face à ces phénomènes, il est essentiel d'adopter une approche globale, comme le propose le concept de One Health, qui prend en compte l'interdépendance entre l'humain, l'animal et l'environnement. Si les pesticides semblent être une solution, ils sont en réalité nocifs pour l'ensemble de la biodiversité et risquent de rendre les tiques encore plus résistantes. La meilleure prévention reste donc la vigilance. Éviter les zones
infesté, porter des vêtements adaptés et vérifier régulièrement son corps après une balade en nature. En comprenant au mieux le mode de vie des tigres et le risque qu'ils représentent, nous pouvons mieux nous protéger et limiter leur propagation. Merci à Maxime, Valéria, Sophia, Maxine, Anaïs et Lison, à la communauté urbaine de Dunkerque et à Karine Bay de l'Observatoire local de santé pour la réalisation de ce podcast. Écologique, un podcast proposé par les secondes Erasmus+, du lycée Jean Bart, le pôle démocratie locale et éducation populaire de communauté urbaine de Dunkerque et l'Observatoire local de santé, épisode numéro 2. Bienvenue dans Écologique, la série de podcasts qui décrypte les enjeux de santé et d'environnement pour vous et votre famille. Nous sommes des élèves de la classe de seconde Erasmus+, du lycée Jean Bart, Agathe et Annabelle, et aujourd'hui nous aborderons un sujet crucial, l'exposome et son impact sur les 1000 premiers jours de vie, une période déterminante pour la santé future des enfants. Qu'est-ce que l'exposome ? Pourquoi cette période des 1000 premiers jours est-elle si essentielle ? Quels sont les facteurs environnementaux à surveiller ? Pour répondre à ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir Camille et Loïse, deux expertes du sujet, puis Alice et Cassandra, deux femmes qui témoignent d'un cas rare mais réel, l'impact des pesticides sur le fœtus. Bonjour. Bonjour. Que pouvez-vous nous dire pour comprendre sur ce sujet ? L'exposome est un concept scientifique qui englobe toutes les expositions environnementales que nous subissons au cours de notre vie. Pollution de l'air, alimentation, produits chimiques, stress et d'autres encore. Il complète notre patrimoine génétique pour expliquer l'origine de nombreuses maladies. L'exposome prend en compte l'ensemble des influences non génétiques. Pourquoi cette période est-elle si cruciale ? Les 1000 premiers jours de vie, la conception aux 2 ans de l'enfant sont une fenêtre de vulnérabilité et d'opportunité. Le développement du cerveau, du système immunitaire et du métabolisme est fortement influencé par l'environnement. Quels sont les principaux facteurs de l'exposome durant cette période ? Durant cette période, il y a plusieurs facteurs comme l'environnement prénatal, la pollution de l'air, les perturbateurs endocriniens, l'alimentation maternelle. Puis à l'accouchement et à la naissance, le microbiote intestinal, l'exposition aux antibiotiques. Enfin, dans les premiers mois et années de vie, la qualité de l'air intérieur, l'alimentation, les produits d'hygiène, le stress parental. L'impact des polluants du mode de vie sur la santé de l'enfant est prouvé scientifiquement. Une alimentation équilibrée, un environnement sain et une réduction des éléments toxiques peuvent faire une vraie différence. Quelle action concrète pour réduire les risques ? Pour réduire les risques, on peut améliorer la qualité de l'air, aérer, éviter les produits ménagers toxiques, limiter l'exposition aux particules fines, surveiller l'alimentation, comme par exemple privilégier le bio, éviter les plastiques contenant du BPA, réduire l'exposition aux perturbateurs endocriniens, choisir des cosmétiques sans parabènes, éviter les pesticides et favoriser un mode de vie sain, allaiter si possible, contact avec la nature et gestion du stress parental. Ce sont des petits gestes du quotidien qui, cumulés, peuvent avoir un impact considérable sur la santé future de l'enfant. L'exposome est un enjeu majeur de santé publique et les 1000 premiers jours sont une période clé pour agir. Nous espérons que cet épisode vous aura apporté des pistes concrètes pour mieux protéger votre enfant dès ses premiers jours. Voici maintenant 2 témoignages sur l'impact des pesticides sur le fœtus. Voici le témoignage de Alice Gratalou, le combat d'une mère. Bonjour. Jamais je n'aurais imaginé que ce geste anodin allait bouleverser nos vies. C'était l'été 2006. Je travaillais dans mon centre équestre et comme tant d'autres fois, j'ai utilisé un désherbant pour entretenir le manège. Je savais pas encore que j'étais enceinte. 9 mois plus tard, en mai 2017, mon fils Théo est né, mais très vite, tout a basculé. Dès sa naissance, les médecins ont découvert de graves malformations. Son larynx, son œsophage et son système respiratoire étaient touchés. Il ne pouvait ni s'alimenter ni respirer normalement. Il a dû être opéré dès les premiers jours de sa vie. Depuis, les interventions chirurgicales se sont enchaînées. Chaque respiration, chaque repas, chaque instant a été un combat pour lui. Au début, on ne comprenait pas pourquoi. Pourquoi notre fils était-il né avec ces malformations? Pourquoi sa vie était-elle si compliquée dès ses premiers jours? Puis, au fil du temps, nous avons cherché, posé des questions, creusé toutes les pistes. Et nous avons fait des liens avec ce pesticide.
le glyphosate, que j'avais utilisé sans savoir que j'attendais un enfant. Nous avons alors décidé de nous battre. En 2018, nous avons attaqué Monsanto et Nova Jardin en justice. Nous voulions des réponses, mais aussi alerter les autres familles. En mars 2022, après des années de combat, nous avons enfin obtenu une première reconnaissance. Des experts de fonds de dédommagement des victimes de pesticides ont admis que l'exposition prénatale de Théo pouvait être responsable de ces malformations. C'est une victoire symbolique, mais elle ne changera jamais ce que nous vivions au quotidien. Aujourd'hui, Théo est un adolescent courageux, mais il est marqué par tout ce qu'il a traversé. Il perçoit un dédommagement, mais aucun euro ne pourra jamais compenser la souffrance qu'il endure. Ce combat, nous le menons pas seulement pour lui, mais aussi pour toutes les autres familles qui pourraient être concernées. Trop de parents ignorent encore les dangers des pesticides. Mon seul souhait, c'est que notre histoire serve à quelque chose. Que plus jamais un enfant ne naisse avec de telles séquelles à cause d'un produit chimique que l'on utilise sans se méfier. Je voulais simplement entretenir mon centre équestre. Aujourd'hui, je me bats pour protéger les autres. Personne ne devrait avoir à vivre ce que nous vivions. Voici le témoignage de Cassandra, une amie très proche ayant suivi cette histoire de très près. En août 2026, Sabine Gratelou était enceinte. Elle l'ignorait lorsqu'elle a passé le manège de son centre équestre au Glyper, un herbicide à la base de glyphosate. En mai de l'année suivante, elle mettait au monde Théo, atteint de graves malformations du larynx, de l'œsophage et du système respiratoire. Près de 16 ans plus tard, le 10 mars 2022, les experts du Fonds de dédommagement des victimes de pesticides FIVP ont reconnu la possibilité de lien de causalité entre la pathologie de l'enfant et l'exposition aux pesticides durant la période prénatale du fait de l'activité professionnelle de l'un ou des deux parents, ouvrant ainsi droit au dédommagement de la famille à hauteur d'environ 1 million d'euros par mois. Le versement sera effectué par la Mutualité sociale agricole, la Sécurité sociale des agriculteurs. C'est la première fois en France que l'herbicide est officiellement considéré comme une cause potentielle de malformation congénitale. Jusqu'à présent, l'information avait été tenue confidentielle par la famille, déjà médiatiquement exposée depuis qu'elle a assigné en 2018 les sociétés Nova Jardin et Monsanto, propriétaires de la marque Glyper pour la première, fournisseur de la substance active, le glyphosate pour la seconde, désormais propriété de l'allemand Bayer. Merci à Héloïse et Camille pour leur éclairage, à Alice et Cassandra pour leur témoignage, à Karine Baye de l'Observatoire local de santé et à la communauté urbaine de Dunkerque pour la réalisation de ce podcast. N'hésitez pas à partager cet épisode et à nous suivre pour plus de conseils sur la santé et l'environnement. À très bientôt sur Écologique. Écologique, un podcast proposé par la seconde 5 Erasmus+, du lycée Jean Bart, le pôle démocratie locale et éducation populaire de la communauté urbaine de Dunkerque et l'Observatoire local de santé. Épisode 3. Le pollen, un problème majeur. La qualité de l'air extérieur est très importante pour notre environnement et notre santé. Dans ce podcast, nous sommes basés sur le projet du pollen pour vous sensibiliser à l'importance de la qualité de l'air extérieur. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission de podcast écologique. Cet épisode s'intitule « Le pollen, un problème majeur ». Et nous allons aujourd'hui parler du pollen et des problèmes qu'il engendre. Pour cela, nous sommes en compagnie d'une victime du pollen qui en est allergique, Faustin. Nous sommes aussi en compagnie d'un scientifique, Monsieur Nicolas, d'un naturaliste, Monsieur Marius, d'un expert en pollution, Monsieur Nathan, et de Monsieur Milo et moi-même, Madame Milania, journaliste pour les podcasts de la seconde Erasmus du lycée Jean Bart. Nous accueillons pour commencer Monsieur Faustin, qui est allergique au pollen. Bonjour Monsieur Faustin. Bonjour. Pour commencer, comment vivez-vous votre allergie ? Alors, pendant les périodes où le pollen est le plus présent, mon allergie s'intensifie en conséquence. De nombreux symptômes me touchent comme des éternuements à répétition, de nombreux maux de tête ou encore des écoulements des yeux. Ces problèmes me procurent de la fatigue, des troubles du sommeil et j'ai du mal à me concentrer. Après avoir consulté mon médecin, il m'a conseillé de mettre du miel dans mon lait le matin. Malheureusement, cette solution a fonctionné un petit moment et est devenue vite inefficace, donc l'allergie a repris le dessus. Merci à vous, Monsieur Faustin. Avez-vous quelque chose à rajouter ou une question à poser à un professionnel ? Oui, j'aurais une question. J'aimerais savoir comment faire pour que mon allergie s'arrête.
Nous poserons donc la question aux professionnels. Nous accueillons notre scientifique, Monsieur Nicolas. Bonjour Monsieur Nicolas. Bonjour. Pourquoi certaines personnes éternuent-elles dès que le printemps arrive, tandis que d'autres n'ont aucun problème? Eh bien, tout est une question de système immunitaire. L'allergie au pollen, aussi appelée rhume des foins, est en réalité une réaction excessive de notre corps. Normalement, notre système immunitaire est conçu pour nous défendre contre les virus et les bactéries. Mais chez certaines personnes, ils se trompent de cible et considèrent le pollen comme une menace. Résultat, ils déclenchent une réaction inflammatoire pour s'en débarrasser. C'est ce qui cause les éternuements, les yeux qui grattent, le nez qui coule, en gros, un vrai cauchemar pour les allergiques. Mais pourquoi certaines personnes sont-elles allergiques et d'autres non? Il y a plusieurs facteurs. D'abord, la génétique joue un rôle important. Si vos parents sont allergiques, vous avez plus de chances de l'être aussi. Ensuite, l'environnement influence beaucoup. Une exposition trop faible ou trop forte aux allergènes pendant l'enfance peut favoriser le développement d'une allergie. Et enfin, notre mode de vie moderne pourrait aussi jouer un rôle. Certaines études montrent que la pollution ou même notre alimentation peuvent modifier la façon dont notre système immunitaire réagit aux allergènes. Alors que faire si on est allergique? Heureusement, il existe des traitements comme les antihistaminiques ou la désensibilisation qui permettent de réduire les symptômes et bien sûr éviter au maximum le pollen en fermant les fenêtres ou en se rinçant le visage après une sortie peut aider. Voilà, j'espère que vous y voyez plus clair sur cette fameuse allergie au pollen. Merci Monsieur Nicolas. Nous accueillons à présent notre naturaliste, Monsieur Marius. Bonjour Monsieur Marius. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le pollen et quels sont ses bienfaits? Alors le pollen contient des vitamines, notamment les vitamines du complexe B, la vitamine C, qu'on retrouve également dans les fruits, la vitamine E et d'autres vitamines. Mais il peut aussi contenir des minéraux essentiels tels que le calcium, le potassium, le magnésium, le zinc et d'autres. Mais à quoi sert le pollen? Tout d'abord, les abeilles et les insectes pollinisateurs sont essentiels à la reproduction de nombreuses plantes et à la production notamment de fruits. Les abeilles transfèrent le pollen de l'anthère, la partie mâle de la fleur, au stigmate, sa partie femelle. Elles pollinisent ainsi nos cultures et une grande partie de la flore sauvage en leur permettant de se développer et surtout de se propager, soit 90% des plantes qui peuplent notre planète. Donc pour conclure, le pollen contient énormément de vitamines et de minéraux. Il est créé par les abeilles et les insectes pollinisateurs et la pollinisation sert à la reproduction des plantes. Très bien, merci Monsieur Marius. Nous allons maintenant accueillir Monsieur Nathan, qui est un expert en pollution. Monsieur Nathan, quel impact a la pollution sur le pollen? Comment la réduire? Et quels sont les facteurs qui font que la pollution impacte le pollen? Le pollen est aujourd'hui facteur de nombreuses allergies. Pour cause, l'ozone, le NO2 et les particules fines liées à la circulation augmentent la quantité de pollen et, par conséquent, augmentent les allergies. Que peut-on faire pour réduire l'impact de la pollution sur le pollen? Pour réduire l'impact de la pollution sur le pollen, nous devrions réduire nos émissions de gaz polluants comme par exemple l'azote ou encore l'ozone. Pour la fin de ce podcast, nous allons tous nous réunir pour donner des réponses à la question de notre cher Monsieur Faustin. Comment faire pour que son allergie s'arrête? Alors pour stopper les soucis du pollen, il existe deux solutions. La première, il faut faire prendre des antihistaminiques par voie orale sous forme de comprimés ou des solutions buvables. Il existe également des traitements locaux sous forme de crème ou de solutions nasales. Et pour la deuxième, il faut faire une désensibilisation. Cela consiste à mettre l'allergène en contact avec l'organisme régulièrement et à faible dose sur plusieurs années, afin que le corps s'habitue au pollen et puisse le combattre. Merci d'avoir écouté ce podcast sur la qualité de l'air extérieur. Merci à Milo, Mathéo, Faustin, Marius, Nicolas, Nathan et Milania pour leur éclairage. Merci à la CUD pour la réalisation de ce podcast et à Karine Baye. Écologique, un podcast proposé par la seconde Erasmus du lycée Jean Bart, le pôle démocratie locale et éducation populaire de la communauté urbaine de Dunkerque et l'Observatoire local de santé. Épisode numéro 4, la qualité de l'air intérieur et les bougies parfumées. Et si l'air que nous respirons chez nous était plus pollué que celui de l'extérieur? Entre produits chimiques, allergènes et mauvaises habitudes, notre intérieur cache bien des dangers. Aujourd'hui, on décrypte ensemble la qualité de l'air intérieur et comment mieux protéger notre santé.
Respirez bien, ça commence maintenant. Bonjour à tous, vous êtes sur l'émission Écologique. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Amama, adepte des bougies. Bonjour. Bonjour Daphné. Cilia qui favorise des alternatives naturelles. Bonjour, c'est un honneur. Et Sophie qui est anti-bougie parfumée. Bonjour. Pour finir, nous avons l'honneur d'accueillir la scientifique reconnue Déborah Verhache, spécialiste de la qualité de l'air. Bonjour. Bonjour Daphné, merci de nous recevoir. Et bien sûr, avec votre animatrice préférée, Daphné. Amama, vous dites que vous êtes une adepte des bougies parfumées. Expliquez-nous. J'en allume tout le temps. Et oui, certaines peuvent vraiment aider à mieux respirer. Par exemple, celle à l'eucalyptus ou à la menthe poivrée dégage un parfum super frais qui libère les voies respiratoires. Et puis même sans ça, juste le fait d'avoir une belle flamme qui danse et une odeur agréable, ça détend tellement que ça fait du bien au corps et à l'esprit. L'ambiance est super reposante. Bref, impossible de m'en passer. Mademoiselle Sophie, qu'est-ce que vous en pensez? Je comprends le point de vue d'Amama. Toutefois, au-delà de cette impression de bien-être, il faut bien se rendre compte que c'est qu'une impression. Les bougies parfumées sont remplies de produits chimiques et de fines particules que nous respirons pendant la combustion, mais également des heures après. En effet, de nombreux produits chimiques sont relâchés après avoir été allumés, comme le benzène et des particules fines qui sont par ailleurs des substances cancérigènes. Ces cochonneries, excusez-moi du terme, créent des irritations respiratoires et oculaires, ainsi que des maux de tête et des nausées. Les bougies, désodorisants et diffuseurs de parfums sont donc à éviter près des enfants, des animaux, ainsi que des personnes âgées et des personnes à problèmes respiratoires. Plus de 9% des Français utilisent chaque jour une bougie ou un parfum d'ambiance. Pour vous donner une idée, il y a une concentration moyenne de benzène de 2 microgrammes par mètre carré près d'une grande route, pour 19,1 microgrammes par mètre carré de particules fines dans un logement en France en une semaine. Ces renseignements viennent d'une étude de l'agence ADEME, l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Ce qui prouve que ce n'est pas bon pour la santé et qu'il faut arrêter. Les bougies sont-elles nocives pour la santé? Madame Verhache, pouvez-vous nous éclairer sur ce point? Effectivement, comme l'a dit Sophie, une bougie parfumée peut être dangereuse. Il en existe plusieurs types, dont les plus courantes sont avec cire d'abeille, cire végétale et la plus connue avec de la cire minérale. C'est cette bougie avec cire minérale qui va nous intéresser. Elle est créée grâce à la paraffine, un dérivé du pétrole. L'ADEME a catégorisé les bougies parfumées et les encens de polluants gazeux car elles libèrent 5 fois la quantité de plomb considérée dangereuse pour les enfants et dépassent les limites de pollution fixées par l'EPA pour l'air ambiant extérieur. Les colorants, leurs parfums et la combustion peuvent en effet libérer des composés polluants comme l'acétone, le benzène et le toluène, appelés COV, composés organiques volatiles. Ces particules très fines peuvent pénétrer dans les bronches, les poumons et le sang. Cela peut donc avoir des effets néfastes pour la santé, particulièrement pour les personnes sensibles aux allergies ou aux problèmes respiratoires comme l'asthme. Elle est aussi à l'origine de certains maux de tête, même si c'est le parfum d'origine naturelle ou à base d'huiles essentielles. Pour mieux comprendre ces risques, faisons un petit calcul. Imaginons que tu allumes une bougie parfumée en paraffine pendant 2 heures. Pendant ce temps, elle peut libérer jusqu'à 11 microgrammes de benzène dans l'air. Cela peut sembler insignifiant, mais à long terme, cette exposition répétée peut contribuer à de gros problèmes de santé. L'utilisation des bougies parfumées doit donc se limiter à quelques bougies de temps en temps, suivies d'environ 10 minutes d'aération dans la pièce. Il n'y a rien de mieux pour renouveler l'air et enlever les odeurs. Je vous remercie pour cet éclairage, Madame Verhache. Sia, vous dites avoir trouvé une manière naturelle de faire des bougies. Expliquez-nous un peu tout ça. Oui, il existe plusieurs alternatives naturelles aux bougies parfumées, comme les diffuseurs d'huiles essentielles, les bâtons de cannelle ou encore les pots pourris faits maison. Ces alternatives permettent de parfumer l'air sans émettre de substances nocives. Pour les fabriquer, c'est assez simple. On peut faire un pot pourri en séchant des fleurs, des agrumes et en y ajoutant quelques gouttes d'huiles essentielles. Pour un diffuseur naturel, il suffit de mélanger de l'eau, des huiles essentielles dans un récipient avec des bâtonnets en bois. L'avantage, c'est que ces solutions sont saines, économiques et écologiques. C'est vrai que c'est une bonne idée. Je pense le faire chez moi aussi. En tout cas, merci à toutes pour cette interview. Sur ces belles paroles, nous vous laissons avec prochainement l'arrivée d'un podcast sur la pollution des microplastiques avec comme thème le téflon. Merci à Amama, Sia, Camille, Daphné, Déborah et Sophie, ainsi qu'à la CUD et à Karine Bay pour la réalisation de ce podcast.
Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans un nouvel épisode de l'émission Écologique, un podcast proposé par la seconde Erasmus+, du lycée Jean Bart. Le pôle démocratie locale et éducation populaire de la communauté urbaine de Dunkerque et l'Observatoire local de santé, épisode 5. Le sujet abordé sera la pollution aux microplastiques, des particules qui impactent notre santé avec lesquelles nous vivons au quotidien sans vraiment le savoir. Afin d'approfondir nos recherches sur le sujet, nous accueillons des invités spéciaux, Léana, notre scientifique, Violette, une victime de ces particules chimiques, le docteur Lali ainsi que l'endocrinologue Agnès. Bonjour à tous. Pour commencer, nous allons parler des perturbateurs endocriniens. Un perturbateur endocrinien est une molécule ou un agent chimique composé xénobiotique ayant des propriétés hormono-mimétiques et décrit comme cause d'anomalies psychologiques et notamment reproductives. Dans le téflon, le PFOA, acide perfluoroatonique, n'en est pas moins suspecté d'être cancérigène, immunotoxique et perturbateur endocrinien. Il est par ailleurs néfaste pour l'environnement. En 2013, l'Agence européenne des produits chimiques ECHA l'a inscrit sur sa liste des substances extrêmement préoccupantes. Le téflon, qui est présent au sein de votre quotidien, dégage des particules de microplastiques en très grande quantité. Le téflon, ou polytétrafluoréthylène, est un composé chimique de formule C2F4. Il a été découvert dans les années 40 par la société américaine Chemours et a été commercialisé en 1949. Il est souvent utilisé pour les poêles et les casseroles. Nous accueillons maintenant Violette, une des nombreuses victimes du gaz nocif dégagé par nos poêles en téflon. Bonjour à tous, je viens témoigner aujourd'hui en tant que victime du gaz nocif. Lors de ma grossesse, les médecins ont détecté certains PFAS, substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, dans mon lait maternel ainsi que dans le sang du cordon ombilical. Le docteur Lali Boubert, qui était présente tout au long de la grossesse de notre témoin, se joint à nous. Bonjour. En effet, les PFAS ont été détectés dans le corps de Violette, ce qui l'exposait à des risques de cancer comme celui du fœtus. Heureusement, mon enfant est né en bonne santé, mais je n'ai pas pu lui donner le lait maternel, car une fois que l'on avait détecté les PFAS, il n'y avait pas de remède pour les faire disparaître. Je remercie le docteur Boubert qui m'a aidé tout au long de cette période difficile, sans savoir si j'allais venir à bout de cette grossesse et si mon bébé allait naître en bonne santé. Nous accueillons désormais la scientifique Léana Frescourt, qui est en collaboration avec le docteur Boubert sur une recherche du téflon, des risques et des dangers. Bonjour. En effet, le téflon est utilisé principalement pour ses propriétés antiadhésives dans les ustensiles de cuisine. Il peut devenir toxique lorsqu'il est chauffé à des températures élevées. En effet, à partir de 300 degrés, des composés dangereux tels que le PFOA, perfluorooctanoïque, et le PFOS, perfluorooctane sulfanoate, peuvent être libérés dans l'air. Ces produits chimiques ont été associés à des risques pour la santé, notamment des troubles hormonaux, des cancers et des effets sur le foie. Bien que l'utilisation du PFOA ait été réduite ces dernières années, des résidus de cette substance peuvent persister dans les produits anciens. Les effets nocifs du téflon sur la santé ne se manifestent généralement qu'en cas de surchauffe importante. Les fumées dégagées lors de la dégradation à haute température peuvent entraîner une fièvre des fumées de téflon, avec des symptômes comme des douleurs corporelles, de la fièvre et des maux de tête. De plus, l'exposition prolongée à des composés perfluorés comme le PFOA et le PFOS est préoccupante, car elle peut avoir des effets à long terme sur la santé, notamment des risques accrus de cancer et des impacts sur le système immunitaire. Cependant, dans des conditions d'utilisation normales et en évitant les températures excessives, les risques pour la santé restent limités. Pour minimiser les dangers, il est conseillé d'éviter de chauffer excessivement les poêles en téflon et de remplacer les ustensiles vieillissants ou endommagés. Également, le recours à des matériaux alternatifs comme l'acier inoxydable ou les revêtements céramiques peut offrir une solution plus sûre pour ceux qui cherchent à réduire leur exposition à ces substances potentiellement toxiques. Je souhaite maintenant vous parler en tant que maman. Faites attention à tout ce qui vous entoure, car ces microparticules se trouvent dans la plupart de nos cuisines, cachées derrière des placards ou sur le textile de votre canapé par exemple. Faites attention à ce que vous achetez et vérifiez les matériaux utilisés. Prenez conscience des risques que cela pourrait engendrer et n'hésitez pas à vous renseigner grâce à des podcasts comme celui-ci, des articles de magazines ou encore films et séries et en parler avec votre médecin. J'espère que mon témoignage pourra vous éviter la dure période que j'ai vécue récemment. Je remercie Écologique de m'avoir invité et j'espère que cet épisode vous aidera à ouvrir les yeux sur le monde qui nous entoure. Les perturbateurs endocriniens ne sont pas assez reconnus de nos jours. Alors sensibilisez votre famille, vos amis, cela pourrait sauver des vies. Il existe, si vous le souhaitez, le film Darkwater, qui pourrait, à travers la vie d'une famille atteinte par des particules chimiques, vous faire comprendre les grands dangers et son impact du polluant éternel tel que le téflon.
Mesdames et messieurs, notre podcast touchant à dénoncer la nocivité du téflon touche à sa fin. Merci à nos invités d'avoir participé à cet épisode exclusif et merci à la communauté urbaine de Dunkerque et à Karine Baye de l'Observatoire local de santé pour votre aide. Nous espérons, mes collègues et moi, que notre prise de parole sur les effets de cette substance nocive vous aura appris beaucoup et va vous pousser à changer de manière de faire. N'hésitez pas à nous suivre pour plus d'épisodes sur des objets nocifs du quotidien et à le partager à votre entourage. Restez à l'affût pour notre prochain épisode. Écologique, un podcast proposé par la seconde Erasmus du lycée Jean-Bart, le pôle démocratie locale et éducation populaire de la communauté urbaine de Dunkerque, ainsi que l'Observatoire local de santé. Épisode numéro 6, la boîte à pizza. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Écologique. Aujourd'hui, on parle d'un objet du quotidien auquel vous ne pensez peut-être jamais, la boîte à pizza. Eh oui, saviez-vous que cette boîte peut contenir des substances chimiques qui posent problème pour la santé et l'environnement ? Rassurez-vous, il existe aussi des alternatives. Pour tout comprendre, on vous propose 3 séquences. Une interview scientifique, une discussion entre consommateurs et un reportage sur les solutions possibles. Pour commencer, je suis avec le docteur Félicien Blondel, toxicologue environnemental. Bonjour docteur. Bonjour, je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui afin d'expliquer les risques que comportent les perturbateurs endocriniens dans les boîtes à pizza. Alors, pourquoi les boîtes à pizza inquiètent-elles les scientifiques ? Elles contiennent parfois des composés chimiques, appelés PFAS, utilisés pour résister à l'huile et à l'humidité. Ces substances sont persistantes et peuvent perturber notre système hormonal, voire augmenter certains risques de santé comme l'obésité, les cancers ou des maladies cardiovasculaires. Mais il n'y a pas que ça, non ? Non. Il y a aussi des encres industrielles qui servent sur les boîtes à mettre le sigle du restaurant. Elles peuvent migrer vers les aliments. Que peut faire le consommateur ? Demandez à votre pizzeria si elle utilise des boîtes sans PFAS, ou bien optez pour des solutions réutilisables comme des contenants en inox. Merci à vous, Dr Blondel, pour cette intervention. Nous allons maintenant passer à une discussion entre consommateurs. Dinguerie, je viens d'apprendre par un podcast un truc de fou. Vas-y, dis. Ma boîte à pizza pourrait être toxique, t'imagines ? Comment ça se fait qu'elle puisse être toxique ? Elle peut contenir des PFAS pour qu'elle soit imperméable, c'est des substances cancérigènes. C'est fou ? Mais tu vas faire quoi alors pour éviter ça ? Je vais demander à ma pizzeria s'ils ont des boîtes sans produits chimiques. Ou mieux, je vais tester les boîtes consignées en inox. Bonne idée, faut vraiment qu'on change nos habitudes. Certaines solutions existent déjà. Par exemple, certaines pizzerias passent à des emballages compostables en fibres végétales sans produits chimiques. Et d'autres adoptent des contenants réutilisables en inox. Avec notre système de consigne, les clients rendent les boîtes, on les lave et elles sont prêtes pour de nouvelles commandes. Alors, la prochaine fois, pourquoi ne pas opter pour une solution plus clean ? En général, les gens ne le font pas car cela rend le transport plus compliqué et coûte plus cher à produire pour les commerçants. En résumé, même une boîte à pizza peut faire la différence pour votre santé et l'environnement. Renseignez-vous, posez la question à votre pizzeria et privilégiez des alternatives saines. Merci de nous avoir écoutés. Merci à Ernest, Félicien, Lila, Gabriel, Shirley. Merci à la communauté urbaine de Dunkerque et merci à Karine Baye pour la réalisation de ce podcast. Et à très bientôt pour un nouvel épisode.